On connaît tous cette sensation de poser sur la table une énorme boîte de jeux de genre 10 kilos. On l'ouvre et on est ébloui par des centaines de figurines en plastique magnifiques. Ouais, et puis on se rend compte que la mécanique est complètement creuse. C'est ça, l'apparence avant tout. C'est le piège classique, oui. On a l'illusion que le volume matériel garantit l'immersion et la profondeur d'un jeu, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la boîte de Heroes Write and Conquer à la tanière des jeux, Notre petite boutique locale. voilà, notre boutique locale, eh bien, quand j'ai vu la boîte, j'ai cru à une blague, vraiment. Ah bah c'est sûr que visuellement ça paie pas de mine. Mais pas du tout, je veux dire, on parle de 6 fiches plastifiées, quelques marqueurs, un tout petit livret, une boîte peu coûteuse et quasiment vide au final. Et pourtant, dans notre article qu'on vient tout juste de publier, on a fini par lui coller la note de 4,5 sur 5. C'est quand même fou. Donc, notre mission aujourd'hui, en revenant sur notre article, c'est de décortiquer comment ce jeu a pu nous surprendre à ce point. Ouais, d'expliquer comment un minimalisme matériel aussi extrême arrive à générer une complexité stratégique aussi impressionnante. Et c'est là qu'on plonge vraiment dans le paradoxe du truc. Parce que ce titre, il se présente comme la fusion de deux genres, mais alors radicalement opposés. Tout à fait. D'un côté, on a le genre roll and write, donc ces petits jeux rapides où l'on coche des cases au marqueur. Ouais. Et de l'autre, on a le 4X. Et pour rappel sur le 4X, ce sont ces énormes monstres ludiques basés sur l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. Des jeux qui durent normalement des heures entières. C'est ça. Donc j'en parlais dans notre article, mais c'est comme vouloir condenser un repas gastronomique super exigeant dans le format d'un fast-food, tu vois. L'image est très juste, oui. Mais alors comment ça ne s'effondre pas immédiatement sous son propre poids? Eh bien, le secret, c'est vraiment une décision de conception impitoyable. C'est l'absence totale de hasard. Attends, il n'y a aucun dé, Pas l'ombre d'un dé. même pour les combats ou l'exploration? Non plus. Le jeu supprime la béquille habituelle de ces catégories. C'est de la réflexion pure et dure. Ah ouais, d'accord. Chaque ressource extraite, chaque ruine qu'on fouille, chaque relique découverte sur la carte des royaumes, tout ça demande un calcul précis. Donc sans l'aléatoire pour créer du chaos artificiel, le cerveau devient le seul et unique moteur du jeu en fait. Exactement. C'est ce qui rend l'expérience si intense. D'accord. Je comprends pour l'absence d'aléatoire. Mais en rédigeant l'article, il y a une mécanique sur les 16 tours de jeu qui m'a vraiment fait douter au début. Ah, tu veux parler du choix des actions? Oui, voilà. Le premier joueur choisit 4 actions, il définit leur ordre précis et aussi leur puissance. C'est ça. Et ensuite, tous les autres joueurs autour de la table sont obligés d'exécuter ces mêmes actions, exactement dans le même ordre. Ouais, ça paraît super restrictif dit comme ça. Bah oui, je te l'ai dit, en testant, ça devrait inévitablement créer des parties clonées. Si on force tout le monde à faire la même chose, on avance en miroir, non? C'est l'objection la plus logique. Mais elle oublie complètement le rouage principal de l'horlogerie du jeu, C'est-à-dire? la symétrie. Ah oui, les fameuses factions. Voilà. Le jeu propose 6 factions distinctes, et parce que chaque faction possède ses propres bâtiments, ses prérequis uniques et des pouvoirs de reliques spécifiques. Ok, je vois où tu veux en venir. Du coup, une action imposée identique va avoir des conséquences tactiques radicalement différentes sur la carte. Je vois. Donc, si l'action forcée, c'est un déplacement et une exploitation, par exemple, Ouais. un joueur pourrait très bien s'enrichir tranquillement dans son coin, pendant que ça force un autre joueur, à cause de la nature de sa faction, à s'étendre là où il n'y a plus de place. Et donc à déclencher un conflit armé complètement désastreux pour lui. Exactement. Toute la tension naît de cette friction. Optimiser une contrainte commune, mais avec des outils qui sont fondamentalement asymétriques. C'est brillant, vraiment. Mais bon, cette surchauffe neuronale a quand même un prix. Oui, et c'est ce qui nous amène aux limites physiques de cette mécanique. Dans notre article, on se devait de rester transparent sur les points noirs. Bien sûr, au bout d'un moment, le système sature, c'est indéniable. Le premier gros défaut qu'on a relevé, c'est la lisibilité. Ah ça oui. À force de s'étendre et d'inscrire nos actions en marqueur sur de si petites fiches, la carte finit par être complètement surchargée. Oui, au point de devenir un brouillon super difficile à déchiffrer. Et puis, il y a la question de la rejouabilité. Le puzzle intellectuel a ses propres limites. C'est vrai. Une fois qu'on a joué 8 à 10 parties avec la même faction, on a tendance à en résoudre le fonctionnement optimal. L'effet de surprise s'essouffle un peu, quoi. Exactement. Mais bon, Malgré ses défauts, la métaphore de la conclusion de notre article tient toujours. celle du champion de karaté. Oui. Ce jeu, c'est un peu le gringalet de la ludothèque qui se révèle être un véritable maître d'arts martiaux. On le met en place en 10 secondes chrono et on se prend une claque stratégique digne d'un gros jeu expert.
C'est une victoire totale de la mécanique pure sur l'encombrement matériel, c'est indéniable. Ce qui nous laisse d'ailleurs avec une réflexion assez provocatrice pour terminer cette analyse. Ah oui, laquelle? Eh bien, à l'ère moderne, l'industrie du jeu de société a quand même tendance à miser sur des boîtes toujours plus énormes. Des trucs remplis de plastique très coûteux, Souvent juste pour justifier un prix super élevé et impressionner en rayon. On est d'accord. mais du coup, le triomphe absolu de cette petite boîte presque vide de Heroes White and Conquer, ça ne prouve pas que le marché fait souvent fausse route. C'est une excellente question. On privilégie clairement l'apparence au détriment de l'ingéniosité pure de nos joueurs. De quoi laisser bien à réfléchir lors de la prochaine visite en boutique ludique avant de craquer pour la prochaine figurine géante en vitrine.